Vous avez des conflits, des douleurs, des silences à briser. Dans Injusticia, la loi devient scène de vérité. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mardi à 18h juste et jeudi à 21h sur Héritage Radio-Télévision, la chaîne à grande vision. Injusticia, tout savoir sur le droit. Innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia. Les jugements, c'est la décision judiciaire et les points culminants et l'aboutissement du procès. Les jugements est le terme général pour désigner toute décision par un collège de magistrats ou par un juge unique. Au sens large, toute décision sur laquelle une contestation qui lui a été soumise. Dans un sens plus restreint, on oppose les jugements des décisions rendues par le tribunal à l'arrêt, qui est une décision rendue par la Cour. Enfin, vocable décision désigne indirectement les jugements et l'arrêt. Pour connaître les sortes des jugements, on recourt souvent à des classifications. Parlons de classification selon les degrés de juridiction. Les jugements rendus en premier ressort ou degré, il est susceptible d'appel. Les jugements rendus en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible d'appel, mais il est le seul en pourvoi en cassation. Les jugements du premier et dernier ressort, exceptionnellement, il existe ce genre de jugement et cela soit en raison de la modification de faits, soit en raison d'un accord express de parties, soit on se trouve déjà en degré d'appel, soit enfin en cas de renvoi. Par ailleurs, on nomme spécialement l'ordonnance. La décision rendue par un seul magistrat appartient à une seule juridiction composée de plusieurs membres. Dans ces cas, les juges agissent en matière gracieuse sans aucune contestation entre les parties. C'est donc une décision d'ordre administratif. Par contre, la sentence désigne la décision rendue par un conseil d'arbitre et même dans certains pays par les juges de paix ou par les conseils de prud'homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Injusticia, votre émission qui vous donne de la connaissance sur les bases du droit. Nous recevons aujourd'hui pour vous Maître Mulumba Mwamba Modeste, avocat inscrit au barreau de Lualaba et du Haut-Katanga, enseignant à l'Université de Kalemi, à qui j'ai dit bonjour Maître. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Bienvenue sur Injusticia. Merci. Nous parlerons aujourd'hui sur le thème intitulé « Qu'est-ce qu'une peine ?» Alors, vous êtes avocat à la Cour. Comment comprenez-vous ces thèmes ? Merci beaucoup de la question pour cette thématique qui est plus que d'actualité. Lorsqu'on parle de la peine, on fait allusion directement à ce qu'on appelle infraction. Infraction n'est autre qu'une déviance qui est sanctionnée par la loi pénale. Et de manière tout à fait comparée, ici chez nous, l'infraction, c'est qu'on a heurté à la société, on a violé les lois et les règlements, et partant, le législateur prévoit tout un arsenal de peines ou de préventions qui, lorsque celles-ci sont appliquées, vont devoir dissuader, vont devoir décourager les éventuels délinquants. Voilà ce que je peux vous dire en liminaire. Et si vous voulez que je puisse m'étaler sur la notion de la peine, je vais tout simplement résumer à l'intention de nombreux téléspectateurs d'Héritage Télé que la peine n'est autre qu'une sanction que le législateur inflige à tout contrevenant à la loi pénale.
Alors, comment expliquerez-vous les principes de la légalité des délits et de peines? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Les principes de la légalité des délits et des peines voudraient tout simplement qu'on ne peut pas vous infliger une peine illégale. Toute peine doit être prévue par le législateur, c'est-à-dire par la loi. Vous êtes sans ignorer que nous avons en RDC un parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres. Et les 2 chambres, lorsqu'elles votent une loi, elles envoient ça pour promulgation au président de la République. Et c'est à ce niveau, lorsque le président promulgue la loi, que le projet de loi voté par les 2 chambres du Parlement, que ça prend la forme de loi. Et d'ailleurs, avant cette procédure de promulgation, il est recommandé à ce que le président de la République envoie les projets de loi pour contrôle de la légalité auprès de la Cour constitutionnelle, qui doit vérifier si les projets de loi votés et qui doit être promulgués répond et obéit à la constitutionnalité. Y a-t-il des points de force et de faiblesse sur ces principes? Déjà, j'aimerais vous avouer qu'il y a plus de force que de faiblesse. Les principes de la légalité des délits et des peines imposent que lorsque vous êtes arrêté, vous devez être condamné. Ce n'est pas auprès de l'OPJ ou de l'officier du ministère public que nous appelons les magistrats du parquet, mais c'est auprès du juge. Seul le juge doit devoir appliquer la loi qui est prévue à chaque infraction, à chaque prévention. Et cela est une grande force qui impose à ce qu'on puisse éviter l'arbitraire. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque certaines personnes sont arrêtées ou appréhendées auprès de la police a un tableau qui lui est transmis par les ministres de l'Intérieur. C'est un arrêté interministériel, Finances et Intérieur, qui retrace le nombre d'infractions qui peuvent être solutionnées au niveau de la police. Parce que la police peut aussi solutionner en infligeant les amendes. Mais ces amendes qui sont payées au niveau de la police ne viennent pas des têtes des OPJ. Mais dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que même pour une voie de fait, vous avez bousculé quelqu'un, il est tombé dans l'eau, vous arrivez à la police, on vous demande $1000. Mais quelle est la base légale de ça? Voilà la première force de la légalité des délits et des peines. Lorsque vous êtes victime d'une infraction ou vous êtes auteur d'une infraction, la base, c'est que tout ce que vous allez subir comme peine est tributaire de la loi. Doit être prévu par la loi. Voilà. Que comprenez-vous par la prescription de peine? Merci, madame. La prescription des peines, ça me rappelle, lorsque je suis étudiant, il y a plus de 20 ans, je vais quelque part, on me parle de la prescription. Et pour moi, je n'avais pas encore les notions abécédaires du droit. Je pensais que c'était une prescription médicale. Mais il ne s'agit pas d'une prescription médicale. C'est l'écoulement d'un certain délai, en déant lequel la prévention, la peine qui doit être infligée n'a pas été exécutée et est éteinte. C'est une forme d'effacement de la peine. C'est pourquoi on appelle prescription de la peine. Une forme d'effacement de la peine. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Oui, je peux vous donner un exemple. L'infraction d'abus de confiance avec l'infraction d'escroquerie ont pour taux de peine 5 ans maximum. Donc la condamnation va de 2 à 5 ans. Et les juges compétents, c'est les juges de paix. Lorsque les juges de paix condamnent à 2 ans, monsieur X ou madame Y à 2 ans, et que cette peine n'est pas exécutée en déant la période de condamnation, elle tombe dans ce qu'on appelle la prescription. Et vous allez peut-être me poser la question de savoir
la personne est condamnée à 2 ans. La prescription de cette peine est de combien? Je vais devoir y aller avec les prescrits légaux. La prescription est prévue par les articles 22 et suivants du Code pénal congolais livre 1er, qui vous dit que pour une infraction d'une peine d'1 année, sa prescription est d'1 année. Une infraction d'une peine de 5 ans, sa prescription est de 5 ans. Mais lorsqu'on a condamné quelqu'un à 3 ans ou à 2 ans, la prescription est dans la fourchette de 2 à 5 ans. Le juge va même voir que la prescription est de 3 ans. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens qui sont condamnés par défaut. Et lorsque vous êtes condamné par défaut, c'est que vous ne vous êtes pas présenté devant le juge pour donner vos moyens de défense. La conséquence logique est que cette condamnation peut s'appliquer. Admettons que vous soyez condamné avec arrestation immédiate. À quel moment prescrit on va vous appréhender? De manière générale, une condamnation avec arrestation immédiate, c'est le ministère public qui exécute les condamnations, répressives bien entendu. Le ministère public va émettre un mandat de dépôt qu'il va donner... le ministère public qui est le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet, oui. Exact. Ou le magistrat debout. On va vous appréhender, on va d'abord, avant qu'il ne puisse émettre le mandat de dépôt, c'est le mandat de prise de corps. Partout où on vous attrape, on vous prend. Vous arrivez chez lui, il émet le mandat de dépôt pour que vous soyez amené à une maison d'arrêt, pratiquement à la prison. Lorsqu'on vous amène en prison, vous avez une possibilité. C'est une condamnation par défaut. Si cette condamnation par défaut n'a pas été signifiée, ça peut être signifié à domicile ou à personne. Vous avez reçu ou eu l'information de votre épouse, de vos enfants, de vos voisins. Vous pouvez former opposition. Former opposition contre cette décision par défaut. Lorsque vous formez opposition, vous annulez les effets de la décision. Vous pouvez directement rentrer devant le même juge qui va recevoir vos moyens de défense. Et à cette occasion, l'article 86 du Code congolais de procédure pénale vous permet de solliciter une liberté provisoire. Parce que vous avez été condamné par défaut, faute d'avoir présenté vos moyens de défense. Partant, devant cette situation, on va faire l'exploitation des dispositions des 86 suivants jusqu'à 102. Le juge peut se comporter. Il y a plusieurs manières que la loi lui donne. Il peut vous maintenir en état de détention. Il peut vous accorder aussi la liberté provisoire. C'est les pouvoirs souverains du juge, mais découlant de la loi. Découlant de la loi. Voilà un peu. Sur ces, quelles sont les différentes sanctions pénales prévues par la loi? Merci, madame, de la question. Je vous ai dit en liminaire, lorsque vous me posez la question de ce qu'on entendait par peine, je vous ai dit c'est une sanction qui est imposée à tout délinquant qui a violé la loi pénale. Et vous me posez la question, quelles sont les différentes sanctions? Déjà, j'aimerais vous avouer que le droit congolais organise une panoplie de peines. Ces sanctions ne sont autres que des peines qui sont contenues aux articles 6 et suivants du Code pénal congolais. Nous avons la servitude pénale. La servitude pénale qui est la peine de prison. Nous avons la confiscation spéciale. Nous avons les travaux forcés. Nous avons la peine de mort. Nous avons la peine de mort. Et voilà les différentes sanctions ou peines prévues par notre législation. Nous sommes toujours en train de parler de la peine. Le thème est « Qu'est-ce qu'une peine ?» Avec comme invité Maître Mulumba Mwamba Modeste, avocat à la Cour,
inscrit au barreau des Lualaba et du Haut-Katanga, enseignant à l'université de Kalemi. Alors, Maître Moulumba, quelle serait la différence entre la peine correctionnelle et la peine criminelle? Merci beaucoup, madame. Je crois que dans les couloirs, lorsque vous faisiez la mise en bouche, j'ai essayé de vous tenser en disant que j'ai vu certaines expressions qui ne sont pas usuelles en droit congolais. Oui. Vous avez parlé de la peine correctionnelle et de la peine correctionnelle ou la peine d'emprisonnement. Déjà, sur les concepts, la peine correctionnelle, elle n'est pas d'usage courant en RDC. C'est une importation du droit franco-belge, desquels nous héritons notre législation. Vous êtes sans ignorer que nous sommes, ou nous découlons du système romano-germanique, oui, et hérité du Code Napoléon et consorts. Et chez eux, les correctionnels voudraient tout simplement dire que c'est par rapport aux délits, aux simples délits, ou aux infractions minimes ou légères. Tandis que lorsqu'on parle des sanctions carcérales ou d'emprisonnement, il s'agit de la peine d'emprisonnement. Et lorsqu'on est en correctionnel, c'est qu'on est devant les juges répressifs. Chez nous, le juge correctionnel, il est le même que les juges d'emprisonnement. Vous allez constater que notre système est resté antique. Il n'a pas beaucoup évolué parce que nous n'avons pas de juges d'instruction. Oui. Nous n'avons pas de juges d'instruction. Mais pourquoi? Nous n'avons pas de juges d'instruction. J'ose croire que n'étant pas aux commandes du pouvoir tant judiciaire que politique, les réformes viennent de là. Mais on peut comparer les juges d'instruction avec les juges de paix, les tribunaux de paix. Je souhaite ne pas vous donner cette réponse-là sous ces formats. Les juges d'instruction chez nous est combiné au magistrat du parquet. Le magistrat du parquet fait le rôle du juge d'instruction. Magistrat de parquet de grande instance. Que ce soit le parquet près les tribunaux de paix, ou le parquet près les tribunaux de grande instance, ou le parquet général, ou le parquet près la cour de cassation, ils font le rôle du juge d'instruction. Ils font l'instruction préjuridictionnelle. Et cette instruction préjuridictionnelle, vous allez voir, lorsqu'ils mettent un inculpé en détention, ils les présentent devant les juges de paix. Non pas comme juge d'instruction, mais plutôt pour régulariser la détention. Les juges de paix et dans tous les cas de figure, les juges de détention. Et non les juges d'instruction. Les juges d'instruction en France, en Belgique et sous d'autres espaces, c'est ces juges qui connaissent de manière liminaire l'affaire et qui décident même de la détention des personnes qui sont inculpées ou qui sont présumées avoir commis des infractions. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et je vous ai dit que les juges d'instruction en France, en Belgique ou dans les pays francophones est confondu chez nous au ministère public. Parce que le ministère public, vous allez vous rendre compte que même s'il vous place en détention préventive, après vous avoir présenté devant le juge de paix pour régulariser la détention, ce dernier va devoir donner une ordonnance de mise en détention préventive au DP. Et cette ordonnance a une durée de 30 jours. Et elle est prorogée de 15 jours de plus, avec présentation toujours du ministère public dans ce qu'on appelle l'OC, c'est-à-dire l'ordonnance confirmative de détention préventive. Et c'est vous dire que nous sommes restés dans l'antique ou le droit antique, qui n'a pas beaucoup plus évolué. Oui. Il a évolué sur d'autres secteurs, notamment les numériques. Nous avons un code du numérique, mais en France, il n'y a pas de code du numérique.
Comme la Cour de cassation. Non, la Cour de cassation, elle est là. Elle est en France. Nous avons le Conseil d'État, il est aussi en France. Mais à la différence, là-bas, les juridictions de l'ordre administratif ont vraiment leur échelon. Il y a les tribunaux administratifs et consorts. Ce qui n'est pas encore chez nous. Nous avons le Conseil d'État, mais qui n'a pas de juridiction à la base. Du tribunal administratif, cour administrative d'appel. Maître, essayez un peu de nous donner la lumière sur les fonctions et les caractères de la peine. Merci beaucoup, madame, pour cette question liée aux fonctions et caractères de la peine. De manière générale, c'est les droits pénals généraux qui nous donnent les fonctions de la peine. Et les fonctions de la peine, la première fonction, c'est la fonction rétributive. Ça voudrait dire quoi? La peine a pour fonction principale de punir les délinquants. Elle a pour fonction principale de punir les délinquants. La deuxième fonction, c'est la fonction correctionnelle. Ça veut dire, lorsque on condamne les délinquants, on intimide la société. On vous dit, monsieur, madame, voilà pour le cas X, la peine infligée. Lorsque vous allez commettre aussi les mêmes actes, vous serez frappé de la même peine, ou même plus. Parce que monsieur X peut être frappé de la peine minimale, et vous pouvez recevoir les maximums. C'est-à-dire sans admission d'aucune circonstance atténuante. Et la dernière fonction de la peine, c'est la fonction préventive. En condamnant, en intimidant, la loi prévient l'avenir. Prévient l'avenir en disant, vous avez tué pour éviter qu'il y ait vengeance sociale. Voici ce qui vous est réservé. Lorsque vous commettez pareil acte, la sanction en cas d'homicide volontaire, que nous pouvons appeler meurtre ou assassinat, c'est aussi la peine de mort. Lorsque vous commettez des actes qui heurtent la société doit se sentir sécurisée par l'État avec la fonction rétributive, correctionnelle et préventive. Ce sont là les trois missions fondamentales de la peine. Et dans cette fonction préventive, il y a un sous-entendu qui est aussi la correction du délinquant. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos maisons carcérales, la plupart des maisons carcérales de la RDC sont appelées centres pénitentiaires de rééducation. On rééduque les condamnés. Et si vous avez l'habitude de visiter les prisons, vous allez voir que les condamnés s'adonnent aux travaux champêtres. Ils font plusieurs travaux dedans. C'est une forme de rééducation et de resocialisation de ces délinquants à une vie sociale future qui ne sera pas la même que celle qui a précédé leur condamnation vers les lieux carcéraux. Maître, vous venez de parler de la circonstance atténuante. À quel moment nous pouvons parler de la circonstance atténuante? Oui, atténuante et aggravante. Il y a une différence. Oui. À quel moment on peut en parler? Exactement, madame. L'admission des circonstances atténuantes et aggravantes est laissée à l'appréciation du juge. Mais de manière générale, lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, ça veut dire c'est un infracteur qui n'a jamais été condamné, jamais arrêté auparavant. Il a toujours eu une conduite correcte. Il n'est pas récidive. C'est là que je vais en arriver. Oui. Je vais en arriver. Il a toujours été exemplaire, mais admettons que tu es au volant de ta voiture, tu heurtes un passant. Lors de l'instruction de ton affaire, tu expliques que tu passais à 40 à l'heure et la personne est entrée brusquement sur la chaussée et vous l'avez heurté.
On ne va pas appeler ça un homicide volontaire. Vous n'avez pas décidé ou prémédité de tuer la personne. Vous l'avez fauché de manière involontaire. C'est pourquoi on appelle un homicide involontaire. Il y en a même qui vont jusqu'à dire préterintentionnel. C'est au-delà de l'intention. Il n'y avait aucune intention pour pouvoir donner la mort à ces paisibles citoyens-là. Alors, dans l'appréciation des faits, lors de la condamnation, le juge va voir votre âge, votre casier judiciaire, vos antécédents judiciaires, s'il y en a, et pouvoir décider. Il peut, face aux éléments d'instruction, vous condamner avec l'admission de larges circonstances atténuantes. Et je m'en vais bondir droit à votre deuxième volet de la question. À quel moment précis on peut condamner avec les circonstances aggravantes? Il y a le cas de la récidive. Vous avez été condamné plus d'une fois. Vous êtes un repli de justice. Mais madame, lorsque... de la prison. Oui, vous venez de la prison, vous avez même fait l'objet d'une évasion. Mais lorsqu'on regarde dans votre fichier, le juge va devoir vous condamner avec l'admission de circonstances aggravantes. Parce que vous n'êtes pas un délinquant primaire. Vous devenez un délinquant d'habitude. Et un délinquant d'habitude, c'est celui-là qui répond aux critères définis par César Lombroso dans sa théorie sur les criminels nés et d'habitude. Vous allez voir que ces délinquants ne sont pas des délinquants d'occasion. Ils les font et ils sont sûrs qu'on va les arrêter, les condamner et ils vont sortir. Pour pouvoir les décourager et donner un signal fort à la société, on doit les condamner avec circonstances aggravantes. S'ils pouvaient être éligibles à une libération conditionnelle, on dit non éligibles à la libération conditionnelle. Parce que la libération conditionnelle, c'est pratiquement pour des gens qui ont été condamnés pour leur première fois, qui commencent à purger la peine, et ils l'ont fait jusqu'à un quart de leur peine. Ils peuvent être éligibles à la libération conditionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont condamnés avec circonstances aggravantes. Oui, là vous venez de donner l'exemple sur l'homicide, mais il y a aussi d'autres exemples tels que les vols, les viols. Non, les viols, vous ne pouvez même pas avoir droit à l'admission de circonstances atténuantes. Vous n'êtes même pas éligible à la libération conditionnelle. Parce que le viol est devenu aujourd'hui une arme, non seulement de guerre, mais aussi ça détruit la société. Les violeurs, vous n'allez pas nous dire qu'ils les font par surprise. Tout violeur fait ce qu'on appelle la résolution criminelle. Il se décide. Il dit, je dois aller dans tel secteur, je dois opérer. Il a les mêmes tactiques qu'un voleur. Un violeur est même l'égal du voleur. Il quitte de chez lui, il va à un endroit X, il dit, je veux quand même happer X, Y dame. Mais il peut aussi être sous l'effet de la démence. Madame, je souhaite ne pas entrer dedans. La démence est une cause de non-imputabilité. La démence. Mais dans les cas des viols, je n'ai jamais vu un dément violé. Les déments, la plupart des cas, attaquent. Ils commettent des causes et blessures. Mais violer, c'est pour des criminels lucides. Des criminels lucides. Les démons ne font pas ça. Et j'ai peut-être perdu de vue lorsque je parlais de la peine, s'agissant des personnes qui pouvaient aussi être bénéficiaires de libération conditionnelle. J'ai oublié les personnes de troisième âge. Personnes de troisième âge, je vous ai parlé des circonstances atténuantes. On parlait de l'âge. Les comportements, vous êtes un délinquant primaire, et aussi l'âge. Lorsque vous êtes au troisième âge, on vous dit non, là on peut vous libérer. Mais lorsque une personne de troisième âge est auteur de viol,
Je pense que cette question pouvait bondir. Est-ce que cette personne peut être condamnée avec admission de circonstances atténuantes? Je réponds par la négative parce que il y a peu, j'ai assisté à une condamnation d'un colonel d'armée devant la cour militaire du Katanga. Là, le colonel avait 70 ans. Polygame, mais qui s'est quand même permis de violer une fille de 15 ans. Est-ce que vous allez dire qu'il était dément? Non, il n'était pas atteint de la démence. Parce qu'il a 4 femmes. Et certaines indiscrétions pourront vous dire que c'est peut-être des épreuves superstitieuses, parce que c'est illogique qu'une personne âgée de 70 ans puisse faire ça. Maître, parlez-nous de la sanction pénale et de la mesure de sûreté. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Merci, madame. Effectivement, il y a une différence entre la sanction pénale et la mesure de sûreté. La sanction pénale n'est autre que la peine. Que la peine pour violation de la loi pénale. Violation de la loi pénale. Mais la mesure de sûreté, je souhaite vous parler à 2 niveaux. Vous entendez toujours suspicion légitime pour cause, renvoi pour cause de suspicion légitime ou pour sûreté. Et c'était devenu monnaie courante. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont poursuivis ou qui ont commis des infractions à Lubumbashi. Et des fois, vous voyez, on les prend de Lubumbashi, on les amène à Kinshasa. Deux fois, j'entends les gens dire, mais les gestions de Kinshasa sont incompétentes. Parce que les lieux de la commission de l'infraction, c'est Lubumbashi. Et cela tombe à point nommé parce que vous parlez des mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont celles qui sont prises pour éviter à l'État certaines tares. Je ne voudrais pas citer certains jeunes de certains partis politiques qui, des fois, lorsque leurs membres sont arrêtés, ils viennent assiéger les palais de justice. Et les pratiques courantes maintenant au palais de justice ou devant nos juridictions, c'est organiser des audiences en flagrance. Si on n'organise pas des audiences en flagrance, on prend ces gens-là, on les amène à Kinshasa. C'est pour des mesures de sûreté. Parce que leur attroupement insécurise même les sièges. Donc les juges qui doivent les juger là ne se sentent pas en sécurité pour dire les droits. Voilà un peu. Donc la mesure de sûreté n'est pas une peine. C'est une précaution qui est prise par l'État pour éviter les pires qui peuvent être commis par une certaine catégorie des populations. Alors, quelle serait la différence entre les sanctions civiles, les sanctions administratives et les sanctions disciplinaires? Merci, madame. Déjà, parce que les sanctions pénales, on en a déjà parlé. On va établir la différence sur les 3 concepts, sanctions pénales, disciplinaires et civile et administrative. Civile donne lieu au dommage d'intérêt. Sanction civile donne lieu au dommage d'intérêt. Qui n'est pas pénale. Non. Une sanction civile, elle est civile. Je peux vous donner un exemple d'une sanction civile. Vous êtes dans une maison que vous occupez à titre de locataire. Une location aux fins d'habitation. Les obligations qui vous incombent, c'est payer les loyers. Lorsque vous ne payez pas les loyers, les bailleurs doivent résilier le bail, votre contrat. Et lorsqu'il résilie votre contrat, il ne se limite pas là-bas. Parce qu'en résiliant votre contrat, il avait déjà planifié que Madame Adams, Malaika, doit me payer $100 le mois et ces $100 vont m'aider à scolariser 1 ou 2 enfants.
le fait pour vous de n'avoir pas payé ça pendant 2 mois, vous lui avez causé préjudice. Conformément aux articles 46 et suivants du Code civil congolais, livre 3e. Et il va aussi se rabattre sur l'article 258 du même code pour solliciter non seulement les paiements du principal de $200, mais aussi postuler le dommage intérêt. Et ces dommages intérêts constituent ce que nous appelons la sanction civile. Tandis que la sanction pénale, vous savez que vous avez violé la loi, on vous condamne. On vous condamne même à la peine d'amende. C'est une sanction pénale. On peut dire, vous avez violé le code de la route. Au lieu de rouler à droite comme chez nous, vous roulez à gauche comme en Zambie. Quand la PCR vous arrête, c'est une contravention routière, vous devez payer une amende. Et cette amende, c'est une sanction pénale. Parlant de la sanction administrative, vous avez dans votre travail administratif commis des actes qui violent les droits administratifs, notamment une insubordination. Vous arrivez en retard. Lorsqu'on vous inflige une demande d'explication, vous répondez. L'employeur a plusieurs manches. Il peut vous faire une mise à pied, il peut vous faire une suspension. Et quand on vous inflige une suspension, c'est une sanction tant disciplinaire qu'administrative. Et la différence ou ce qui peut faire la convergence de toutes ces sanctions, ça vous impose un mal. Ça vous impose un mal. Vous ne devez pas être sanctionné et vous êtes à l'aise. Quand on vous sanctionne, vous devez vous sentir très mal. Vous vous sentez très mal, pourquoi? Parce qu'on vous a sanctionné. Quand on vous sanctionne, vous avez une sanction disciplinaire, pénale, administrative. Dans la plupart des cas, quand vous êtes fonctionnaire, vous n'allez pas connaître une promotion. Pas connaître une promotion. C'est pour dire que toute sanction doit toujours avoir une répercussion négative sur la personne qui en est victime. Nous sommes toujours en train de parler sur le thème intitulé « Qu'est-ce qu'une peine ?» avec comme invité Maître Moulumba Mwamba, Modeste, avocat à la Cour, inscrit au barreau des Lualaba et du Haut-Katanga, enseignant à l'université de Kalemi. Alors, Maître, est-ce qu'il y a une différence entre la sanction et la gravité de l'infraction? Quelle serait votre idée quant à la proportionnalité de peine? Oui, madame, l'idée de la proportionnalité des peines, c'est une idée du législateur. Je ne voudrais pas donner une opinion personnelle parce que de mon expérience d'avocat, je n'inflige pas de peines. Peut-être à mon personnel du cabinet. Mais la proportionnalité des peines est une faculté et un pouvoir discrétionnaire du juge. Pourquoi je dis faculté et pouvoir discrétionnaire du juge? Chaque peine doit être proportionnelle à l'infraction commise. On ne va pas pour l'infraction de vol simple, vous infligez la peine de mort. Il y a une disproportionnalité des peines. Et cela nous renvoie à votre première question sur la légalité des délits et des peines. Vous constaterez que chaque infraction a sa peine. C'est même l'idée de proportionnalité qui a été conçue au départ par les législateurs. Quand vous lisez l'exposé des motifs de chaque code, notamment du code pénal, vous allez voir l'idée derrière telle ou telle autre peine, c'est la proportionnalité. Et tout ça avait comme socle la légalité. Donc, je vous ai dit que je ne voudrais pas donner une opinion personnelle parce que n'étant pas juge, étant avocat, et cela est un pouvoir discrétionnaire et souverain du juge. Voilà.
qui doit l'appliquer en tenant compte de la loi et des faits qui sont soumis à son appréciation. Est-ce que les juges peuvent revenir sur une peine déjà prononcée? Je réponds par la négative, c'est-à-dire non. Lorsque les juges prononcent une peine, il est dessaisi. Il ne peut revenir que s'il a rendu sa peine par défaut. S'il a rendu sa peine par défaut, les condamnés par défaut revient devant le même juge. Qu'est-ce que signifie rendre un jugement par défaut? Oui, c'est un jugement qui est rendu en l'absence du prévenu. La personne accusée n'est pas présente à l'audience devant le juge pour présenter ses moyens de défense. Et elle est condamnée par défaut. Et sous d'autres cieux, on l'appelle même condamnation par contumace. Parce que la personne poursuivie n'est pas présente devant la juridiction. Ça voudrait tout simplement dire que les juges qui s'est prononcé de manière contradictoire ne peut pas revenir sur sa peine. Ne peut pas revenir sur sa peine. C'est la raison pour laquelle l'unique option dans notre législation, c'est la révision de la peine qui est une voie de recours extraordinaire, mais qui ne peut pas se faire devant les juges de paix, ni non plus devant les juges de grande instance, mais elle est faite devant la Cour de cassation. Si vous vous souvenez, il y a 10 ou 15 ans, il y a eu un arrêt en révision dans l'affaire République démocratique du Congo contre Simon Kimbangu. Et dans cet arrêt, la République a pu disculper Simon Kimbangu de toutes les charges, parce qu'il est mort condamné. Il est mort condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et d'autres infractions qui attentaient à la sûreté de l'État. L'idée derrière la tête, c'est que la République considère Simon Kimbangu comme un héros national et un héros de l'indépendance. Et a été blanchi pour pouvoir donner un signal à notre ancienne métropole, la Belgique, qu'elle avait condamné arbitrairement le prophète Simon Kimbangu. Voilà l'unique cas ou l'unique voie des recours qui puisse permettre à une juridiction de revenir, mais ce n'est pas devant les juridictions inférieures. La révision n'est prévue qu'au niveau de la cassation. Mais en quoi c'est différent avec l'appel à la Cour? L'appel est une voie de recours ordinaire. L'appel est une voie de recours ordinaire et c'est une voie de réformation de la décision rendue au premier degré. Ce qui est différent du pourvoi en cassation et de la révision. Les pourvois en cassation ne touchent pas le fond. Les pourvois en cassation, c'est au niveau de la forme. Lorsqu'on constate que les juridictions inférieures, les juridictions des fonds qui ont condamné, n'ont pas respecté la forme, la Cour de cassation casse souvent avec renvoi. Maître, qu'est-ce qu'une extinction de peine? Quels sont ses effets? Quels sont ses principes? Merci, madame. L'extinction des peines est presque l'équivalent de la prescription. C'est une manière d'éteindre la peine ou d'effacer la peine. Et l'extinction de la peine, elle arrive avec plusieurs éléments. Notamment, lorsqu'une personne condamnée décède, la peine est éteinte. Un défunt ne va pas exécuter une sanction, une condamnation. La peine est éteinte du fait de l'extinction de la peine. Lorsqu'une personne condamnée est amnistiée, la peine prononcée contre elle est éteinte du fait de l'amnistie. Il y a plusieurs éléments qui peuvent éteindre la peine. Donc, il y a, par exemple, lorsqu'une personne aussi purge la peine est éteinte par le fait qu'on l'a purgée. Maître, qu'est-ce qu'un casier judiciaire? Merci, et madame. Quel est son rôle? Oui, le casier judiciaire, comme le mot l'indique, c'est un document administratif et judiciaire qui renseigne l'identité de la personne et
retrace son historique, si la personne a été déjà précédemment condamnée ou pas, si la personne se comporte, c'est un citoyen normal, c'est ça le casier judiciaire. Son importance et son utilité. De manière générale, le casier judiciaire permet à son bénéficiaire d'accéder à des hautes fonctions, de bénéficier d'autres avantages de l'État, notamment l'accès à la magistrature, parce que tu ne vas pas accéder à la magistrature en étant un repris de justice. Tu ne vas pas accéder à l'armée, à la police, au service de sécurité en étant un repris de justice. Mais ça peut s'effacer, non? Oui, il y a les délais en dehors lesquels ça peut s'effacer. Il y a les délais en dehors lesquels ça peut s'effacer. Mais je dois vous avouer aujourd'hui, devant les nombreux téléspectateurs d'Héritage TV, que la RDC délivre les casiers judiciaires sans connaître l'historique des bénéficiaires. Ce n'est pas numérisé. Vous êtes condamné, vous sortez, demain vous vous présentez devant la police, devant les casiers judiciaires. On vous établit, on vous prélève les empreintes digitales et demain on vous délivre les casiers judiciaires. Donc, le casier judiciaire a perdu son sens en RDC. C'est un document aujourd'hui qui est obtenable en payant l'argent. Parce qu'on paye $50 à Kinshasa, on paye $50 à Lubumbashi au niveau de la brigade judiciaire pour se faire prélever les empreintes digitales. Mais son utilité n'est plus d'actualité parce que même un condamné l'obtient facilement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé en lingala, si vous en êtes capable? Je vais tenter de parler lingala et swahili. Oui. Merci de m'avoir reçu. Nasepeli mingi lolenge touti kosolola pona peine. Peine na lingala tokoki kolobela ngo keza buloko. Parce que de manière générale, nakati ya mboka Congo, mibeko ya l'État epekisi kosala bambeba. Bambeba nde otobengaka infraction. Soki osali mbeba, okoki kosala buloko, okoki kofuta mpako ya l'État otobengaka amende, to bakoki kosala pe kotiela yo ba peine accessoire ou complémentaire na biloko oyo na mbeba oyo salaki. Sikoyo soki ba condamné yo balobi okoki kopesa candidature na yo